Cachée dans les montagnes au cœur de la Thaïlande, se trouve une forêt verdoyante, abritant des singes curieux, où le chef, marqué par ses batailles, règne sur la troupe turbulente. D'ici, la rivière coule à l'est, vers le puissant fleuve Mékong. Tout un réseau d'affluents traverse le territoire, permettant aux eaux de redescendre dans un bassin en forme de soucoupe. Une plaine fertile, mouchetée de rizières et de zones humides débordantes de vie, où certains des plus grands ingénieurs de la nature ont construit de remarquables maisons au-dessus des courants, tandis que d'autres se sont adaptés au sol cultivé. Entre ces plaines ouvertes et le fleuve Mékong se trouve la forêt orientale, où une famille de primates menacés d'extinction s'adapte à sa nouvelle vie sauvage. Bienvenue dans ce voyage à travers le vaste bassin fluvial de la Thaïlande. Au milieu de son parcours, le fleuve Mékong traverse un vaste plateau fertile. Cette région en altitude au cœur du bassin du Mékong descend de l'ouest vers l'est en direction du fleuve, drainant toute l'eau de l'est du pays. De nombreux affluents majeurs s'écoulent des montagnes au centre de la Thaïlande, traversent des jungles et des plaines de basse terre avant de rejoindre le Mékong qui court le long de la frontière orientale du territoire. Le parc de Khao Yai, au sud de la Thaïlande, repose sur un plateau à une altitude de 1200 mètres. Les grandes précipitations, même lors de la saison sèche, donnent naissance à une végétation luxuriante. Les forêts primaires couvrent 80% du parc national de Khao Yai. La plupart de ces arbres n'ont pas été perturbés par les humains, créant un environnement ancestral qui est resté inchangé durant des siècles. Un peu partout dans la forêt, et suspendu aux branches des arbres, vit un immense groupe de l'un des primates les plus prolifiques en Asie du Sud-Est. Ce groupe de macaques à queue de cochon est constitué de presque 40 individus. Les macaques sont des créatures très intelligentes, dotées d'un plus gros cerveau que la plupart des primates. Pour garder le contrôle sur un groupe aussi curieux, il faut de vraies compétences de chef. Voici le mâle alpha. Âgé de 18 ans et pesant 15 kg, c'est un animal remarquable. Assurer sa place de mâle dominant et la conserver n'a pas dû être chose facile. Ses cicatrices sont là pour le prouver. Son groupe est constitué de femelles, de leurs bébés et de mâles subordonnés. C'est au chef de trouver de la nourriture, de les protéger et de maintenir l'ordre au sein du groupe. La chose n'est pas facile lorsqu'on a jusqu'à 20 jeunes qui cohabitent. Cela nécessite une discipline à tous les niveaux. Cet alpha a dû commencer comme n'importe quel autre jeune. Mais il faut un certain degré de force, d'initiative et de sociabilité pour arriver au sommet. Pour l'heure, sa troupe est satisfaite. Il les a menés dans un coin idéal pour se nourrir. Pour trouver de la nourriture, cette troupe va parcourir une zone de 6 à 8 km² par jour, tout en restant dans les limites du parc de Khao Yai. Le parc se situe à la frontière ouest du bassin du Mékong et couvre une surface de plus de 2000 km².
Les affluents s'écoulent sur 500 km depuis les forêts des montagnes pour rejoindre le Mékong vers le sud, en direction du Cambodge. Les macaques à queue de cochon font partie des rares primates à passer la plupart de leur temps au sol. À cause de cela, ils ont perdu leur queue préhensile qui les aidait à se déplacer en équilibre dans les arbres. À la place, c'est une queue de cochon. Aussi près du sol, une longue queue n'a aucun avantage d'un point de vue évolutionnaire. Elle pourrait même les encombrer. S'ils restent près du sol, les macaques se plaisent à faire des acrobaties dans l'enchevêtrement de branches basses. Lorsqu'il n'y a pas de risque de se blesser, peu importe où l'on s'accroche. Un bras ou une jambe semble tout aussi solide qu'une branche. Lors de leur cueillette, leurs mains agiles facilitent le décortiquage du tapis de feuilles où se cachent des fruits, des plantes et des insectes qui constituent leur régime habituel. Un des petits de l'alpha montre déjà les signes d'un éventuel futur meneur. Ce jeune plein de ressources n'a pas chômé. Ses bajoues sont pleines de nourriture. Il peut mâcher à son rythme pour savourer chaque morceau. Il s'aventure plus loin dans la forêt, à l'abri des regards indiscrets. C'est un monde qu'il parcourt à l'instinct. Il sait trouver des fleurs nutritives. Mais il risque de ne pas les garder bien longtemps. Le mâle alpha le tient à l'œil. L'alpha a visiblement la force de contrôler ce groupe. Mais être chef nécessite une qualité bien moins évidente. Une sociabilité bien développée. Pour les macaques à queue de cochon, les coalitions sont essentielles au sein du groupe. Chaque groupe comporte plusieurs mâles subordonnés. L'alpha doit maintenir des liens sociaux étroits avec eux pour assurer sa position. Il doit leur montrer qui donne les ordres dès leurs premiers pas. Ces petits jeux de bagarre sont une excellente manière d'établir la hiérarchie sociale. Ici, les chahuts sont d'un tout autre niveau. Sauter depuis ces branches souples est à la fois sans danger et une très bonne technique d'embuscade. Un jour, cela pourra s'avérer très utile. Un groupe de cette taille, environ 40 individus, ne saurait fonctionner sans règles. Et l'alpha n'est pas le seul à jouer les gendarmes. Ce bébé de 4 mois a commis une bêtise. Une femelle plus âgée lui donne une correction. Les femelles sachant faire preuve d'autorité sur les jeunes peuvent impressionner l'alpha. Mais personne dans le groupe n'a plus d'autorité que lui. Sa terrible cicatrice au visage témoigne d'une victoire difficile arrachée à un rival. Mais rares sont ceux qui osent contrarier leur chef.
Plus haut, un brouhaha fait frémir le groupe d'excitation. Une querelle a éclaté dans les arbres. L'alpha en a vu d'autres. C'est l'occasion pour lui d'affirmer son autorité. Alors que la tension monte, ce témoin excité montre des signes d'angoisse. L'alpha prévient les fauteurs de troubles qu'il est prêt à intervenir. Personne ne veut prendre de risques et le calme revient rapidement. Comme tout mâle dominant qui se respecte, ce chef a l'habitude de diriger par l'intimidation et cela lui réussit. Les avantages de sa position sont manifestes. Ses gènes sont transmis tout autour de lui. Il a gagné sa place au sommet du groupe. Et en attendant qu'un rival sérieux lui dispute sa position, il est bien parti pour y rester. Les plus hauts sommets de Khao Yai peuvent atteindre 1500 mètres d'altitude. Lors des pluies, l'eau s'accumule sur les versants des montagnes, puis s'écoule vers l'aval dans une série de cascades et de criques qui traversent le plateau et descendent vers l'est. À plus basse altitude, cette partie du bassin du Mékong s'écoule par des courants qui convergent en affluents, avant de s'évader en direction du puissant fleuve. Bien que le Mékong ne longe qu'une région de cet immense pays, son gigantesque réseau de courants crée un impact sur tout le territoire. En quittant les montagnes, les affluents traversent un plateau en forme de soucoupe qui descend vers l'est en direction du fleuve. Tandis que l'eau retombe à 200 mètres d'altitude, elle atteint les plaines qui séparent le parc de Khao Yai et la frontière est de la Thaïlande. Le sol y est sablonneux et bien trop sec pour l'agriculture à cause des sécheresses saisonnières. Mais le réseau fluvial qui traverse ces plaines les rend habitables, aussi bien pour les animaux que pour les humains. En puisant l'eau des affluents du Mékong, les fermiers peuvent irriguer leurs champs toute l'année. On y cultive le riz depuis des milliers d'années. Cette agriculture vivrière repose sur des conditions semblables à un marais, créé par un cycle artificiel d'inondation et d'assèchement. Cet habitat marécageux attire les insectes, et là où il y a des insectes, on est sûr de trouver des oiseaux. Ces échasses blanches qui barbotent sont communes ici. Parfaitement conçues pour inspecter le sol gorgé d'eau, leur bec fin attrape les insectes en petits coups rapides. Leurs longues pattes élégantes leur permettent d'explorer les eaux plus profondes. Des hirondelles survolent la surface pour y attraper un encas rapide. Dans les champs où est gardé le bétail, se trouvent d'autres opportunités pour une espèce des plus audacieuses. Ce grand ménate, avec sa fameuse crête de plumes sur la tête, a fait de cette vache son véhicule personnel et son restaurant local. La peau de la vache est couverte de tiques et d'autres insectes. Et le jeu en vaut clairement la chandelle. Ce ménate dépasse peut-être un peu les limites. Mais les deux espèces se retrouvent gagnantes, car la vache peut ainsi profiter d'une vie plus saine. De nombreuses espèces se sont adaptées au changement de ces plaines. La plupart dues à l'agriculture.
Certaines en ont même profité. Comme le héron garde-bœuf. Cet oiseau originaire de la région s'est adapté à suivre le bétail au sol. En broutant, la vache régurgite des insectes. Il ne reste plus qu'au héron à s'avancer pour les chipper. Bien qu'il soit déjà un oiseau commun dans toute l'Asie, le héron garde-bœuf doit son expansion aux humains. Alors que l'homme étendait ses élevages de bétail, le héron l'a accompagné. Cet intelligent opportuniste dépense peu d'énergie en suivant son assistant personnel. Il suffit d'un peu de patience et le dîner est servi. Certains champs sont laissés en jachère pour qu'ils puissent se régénérer durant la saison. C'est là que trouve refuge toute une variété d'oiseaux de la région. Le bec ouvert gris et noir se démarque dans cet environnement marécageux. Avec son bec puissant et pointu, il déguste des escargots-pommes. Ces mollusques sont nuisibles pour les agriculteurs, qui accueillent avec joie les becs ouverts dans la région dès qu'ils se retrouvent infestés. Le bourdonnement d'activités sur les plaines attire un des prédateurs aériens de la Thaïlande. Le milan noir. Mais les oiseaux au sol n'ont rien à craindre pour l'instant. Le milan est plus préoccupé d'un potentiel rival sur son territoire que d'attraper son prochain repas. Néanmoins, dans ce jeu élaboré du prédateur et de la proie, la vigilance constante est essentielle pour vivre longtemps. Il n'est pas rare de trouver des tas de sable près des terres agricoles du bassin du Mékong. Ils sont le résultat du labourage de la terre. Pour l'ingénieux guêpier d'Orient, c'est une ressource inestimable. Malgré la chaleur de midi, cette femelle travaille dur à creuser un terrier pour son nid. Les guêpiers possèdent une structure sociale complexe où de nombreux parents vont aider un couple à élever leur bébé. Lorsque la nourriture vient à manquer, le bébé d'un cousin peut être la meilleure chance de transmettre leurs gènes. Cette assistance dans l'éducation des enfants se nomme alloparentalité. L'aide est la bienvenue, mais cela signifie que la femelle doit construire un nid non seulement pour sa progéniture, mais aussi pour les éventuels baby-sitters. Avec autant de membres de la famille sous le même toit, cette femelle a du pain sur la planche. Les guêpiers sont d'excellents mineurs, grâce à leur bec pointu qui creuse dans le sable. C'est un travail pénible, car le sable s'est durci au soleil. Mais cette femelle dévouée fait beaucoup de progrès. Son partenaire masculin vient l'aider. C'est un projet ambitieux et ce couple monogame travaille en équipe pour pouvoir terminer leur nid avant de pondre. Le mâle supervise les travaux. Mais il n'a pas l'air d'être d'une très grande utilité. Un seul terrier abritera leur progéniture. Mais les autres trous pourraient accueillir les nourrices.
Le couple doit toutefois rester prudent. Les membres de leur famille seront peut-être plus que de simples visiteurs. Il n'est pas rare pour eux d'essayer de glisser leurs propres œufs dans le nid parental. Au cours des semaines à venir, le mâle devra être très vigilant, car un de ses terriers abritera bientôt ses œufs. Tandis que les affluents du Mékong serpentent à travers les rizières, ils accueillent certaines des créations les plus spectaculaires du monde aviaire. Tels des boules de Noël accrochées dans les arbres, ces nids appartiennent aux ingénieurs ailés du Mékong, les tisserands Baya. C'est le tisserin mâle qui est responsable de la construction du nid. Seuls les mâles les plus expérimentés peuvent réussir à créer ces nids en hauteur. La compétition est féroce pour avoir de la place. Et pour la plupart, l'entraînement commence bien plus près du sol. Tapi dans ses roseaux épais, un jeune mâle doté d'une crête jaune est en train de s'entraîner. Ces roseaux de rivière n'ont pas l'air des plus stables, mais demeurent un terrain d'exercice vital. Les oiseaux mâles s'accouplent avec plusieurs femelles, et chacune aura besoin de son nid. Ce novice appliqué en a plusieurs en cours. Les roseaux sont ici résistants et souples, parfaits pour s'exercer. Mais plus près du sol, il y a un plus grand risque de prédateurs, comme les chats sauvages ou les rongeurs qui envahissent les nids. Le mâle construit ce nid qui s'apparente à un casque, avec même une mentonnière. C'est lors de cette première étape cruciale que les tisserands femelles viennent inspecter leur éventuel foyer. Le jeune mâle s'entraîne avec les boucles et les nœuds complexes. Il devra en maîtriser 18 types différents afin de créer son motif personnel. Il ne s'interrompt que pour observer ses créations et trouver ce qu'il faut améliorer. Après plusieurs mois d'entraînement, une lueur d'espoir. Rarement, une femelle vient ausculter son ouvrage. Mais après un coup d'œil rapide, elle estime qu'il manque de panache. Pour l'heure, ce jeune novice doit encore affiner ses talents. Mais les mois suivants, il quittera ce terrain d'entraînement pour aller vers l'amont où les logements sont plus intéressants pour les femelles. Il ne fait pas de doute qu'il arrivera à ses fins. Penchés en hauteur au-dessus de l'eau, ces arbres offrent un meilleur point d'observation et une protection contre les prédateurs comme les serpents. Mais c'est un avantage qui ne vient qu'avec de l'expérience et la capacité à s'assurer une place face à la compétition. Ces mâles plus âgés mettent en valeur leurs compétences de tissage en créant des structures plus solides pour accueillir les femelles. Et il n'y a pas que la taille qui compte. Chacun de ces grands nids en forme de goutte possède une unique et solide attache sur leurs branches. Un véritable défi que seuls les tisserands les plus doués peuvent relever, car cette attache doit supporter le poids de toute une famille. Une seule erreur, et le moindre coup de vent provoquerait un désastre. Les nids terminés sont peu nombreux à cet endroit. Cela montre que le risque de prédateurs y est encore présent. Pour les femelles les plus perspicaces, leur nid doit se trouver hors d'atteinte. Et pour cela, les mâles doivent être à la hauteur, dans tous les sens du terme. Au-dessus du fleuve, ce palmier à sucre contient un vrai complexe immobilier de tisserands Baya, où seuls les professionnels les plus chevronnés peuvent construire leur nid. Cet environnement les pousse à des prouesses architecturales inédites. Ici, les tisserands mâles attachent leur nid si fermement que même les vents les plus puissants ne sauraient les décrocher.
On pourrait croire à un manège de fête foraine, mais ces cylindres complexes et ces ouvertures étroites tiennent leurs occupants bien au chaud et à l'abri. Ces nids prennent 2 à 3 semaines pour être complétés, avec même un sol et une cheminée à l'entrée. La récompense pour vivre dans ces cabanes est inestimable. Ce sont de véritables coffres-forts naturels. Rares sont les prédateurs qui osent s'aventurer à de telles hauteurs. C'est pourquoi les femelles y viennent en masse, et chaque nid dans ce palmier est occupé par un couple. Ce qui peut nous sembler incroyablement risqué est en réalité l'endroit le plus sûr pour ces tisserands femelles. Les nids les plus spectaculaires et les mieux situés peuvent faire beaucoup d'envieux et pousser d'autres femelles à lancer de violentes attaques invasives. Cette femelle est l'heureuse propriétaire d'un nid impressionnant et termine actuellement sa nouvelle maison. Elle y restera principalement pour couver les œufs et élever ses bébés. Elle veut donc assurer sa sécurité. Elle entrelace des roseaux pour combler le moindre trou. Elle est observée non loin par un capucin damier qui assiste d'un œil envieux à la construction. La femelle ne l'a pas vue et s'en va chercher des matériaux. Le capucin décide d'en profiter. Ces oiseaux sont connus pour occuper les nids abandonnés. La femelle tisserin creuse les branches alentour à la recherche de nourriture et de matériaux pour son nid. Le capucin se dépêche d'appeler son partenaire pour la rejoindre. Ce couple sournois a prévu de prendre le nid sans avoir à épuiser leurs propres ressources, en dehors de quelques menus ajustements. Le tisserin remarque soudainement les intrus et se hâte de récupérer sa maison. Elle va bientôt pondre et n'a plus rien à perdre. Sa grande taille peut effrayer le mâle, mais la femelle capucin est plus coriace. Les 2 femelles devront se battre pour garder le nid. La femelle tisserin repousse les intrus, mais elle doit maintenant se dépêcher de finir le nid avant que d'autres ne tentent leur chance. Elle n'a que quelques jours avant de pondre ses œufs. Certains de ses voisins en sont déjà à l'étape suivante. Cet oisillon endormi est âgé d'1 semaine et ne saurait être plus en sécurité dans ce cocon. Le père prend du temps pour aider à nourrir son enfant. Il n'a que peu de temps, car il doit construire d'autres nids pour d'éventuelles compagnes. La plupart cherchent à construire un 2e, voire un 3e nid après que la femelle a pondu ses œufs. Un jour, les oisillons de ce nid commenceront leur propre aventure pour devenir l'un des plus remarquables architectes du royaume animal. En quittant les rizières, les affluents du Mékong continuent de sillonner les plaines et descendre le plateau vers l'est. Avant de rejoindre le fleuve, ils traversent les derniers coins de forêt le long de la frontière est de la Thaïlande. Ces vastes jungles de basse terre à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge sont protégés du déboisement et sont établis comme sanctuaires de vie sauvage. Ces forêts abritent les gibbons à bonnet en voie de disparition. Un mâle noir suivi par une femelle blonde. Et fermant la marche, leur bébé.
La famille Gibbon ressemble à n'importe quel autre couple élevant son enfant. Mais ils ont une particularité. En réalité, cette petite espiègle de 8 semaines est presque unique. Bien qu'elle soit née en liberté, ses parents ont été élevés en captivité dans un projet de réinsertion de primates, où ils se sont rapprochés. Le couple s'entendait tellement bien en captivité qu'ils eurent leur propre bébé après avoir été relâchés dans la nature, donnant naissance à l'un des premiers gibbons à bonnet sauvage de la planète, nés de parents réinsérés. On ne trouve les gibbons à bonnet qu'à l'ouest du Mékong. Leur population a chuté de moitié ces 50 dernières années à cause de la déforestation et du braconnage. Il n'en reste que 47 000 dans le monde, dont 13 000 en Thaïlande. Comme les parents ont grandi en captivité, ils ont un comportement inhabituel qu'on ne retrouve pas dans la nature. Contrairement aux autres mâles, ce papa poule ne s'éloigne que rarement de sa compagne et de son enfant. Bien qu'encore très jeune, la petite se sent manifestement chez elle dans la canopée, où elle explore chaque recoin de ce monde en hauteur. Il est encourageant que les parents la laissent être un bébé naturellement sauvage. Alors qu'eux-mêmes étant issus de captivité, il leur faut encore s'adapter. Comme toute mère humaine, la femelle adulte ne peut quitter sa turbulente progéniture des yeux. Elle a tendance à garder son bébé tout près d'elle. Bien que l'enfant soit clairement prête à s'aventurer ailleurs. Mais la maman fait attention à toujours rester à portée de bras. Qu'elle se rassure, son bébé ne veut pas trop s'éloigner non plus. Le mâle a eu beaucoup de travail à faire depuis sa réinsertion. Il a dû marquer le nouveau territoire de sa famille et trouver les meilleurs coins à nourriture. Une fois qu'il a découvert les chemins les plus fructueux, il crée dans sa mémoire des cartes de la canopée. Il est vital de savoir où trouver des fruits, car ils constituent la majeure partie de leur régime. Mais pour un mâle élevé en captivité, cela doit être également très plaisant de s'aventurer dans la jungle. Tel père, telle fille. Pendant que papa va chercher les arbres fruitiers, maman se nourrit des feuilles les plus proches. Son bébé tente de l'imiter, mais n'a pas encore le coup de main. L'enfant est âgé de 8 semaines et sera allaitée jusqu'à ses 2 ans. Mais elle commencera à manger des aliments solides dès 4 à 5 mois. Vivre dans la forêt revient à s'exposer à toute une variété de tiques et de parasites. La femelle inspecte rapidement sa petite. L'enfant reproduit immédiatement ce toilettage. L'imitation est la meilleure manière d'apprendre. Âgé de seulement 2 mois, ce précieux enfant n'échappe que rarement à l'étroite surveillance de sa mère. Les gibbons passent beaucoup de temps avec leurs petits et accouchent en moyenne tous les 2 ans. Quelque chose la surprend.
Son bébé réagit rapidement et s'accroche fermement à elle. Nerveuse, la femelle reste instinctivement immobile. Elle vit dans la nature depuis 2 ans, mais elle n'est toujours pas habituée au son de la jungle. Il semblerait que la voie est libre, et elle décide de retrouver son compagnon. Les gibbons sont des créatures très vocales qui produisent des sons allant des hurlements assourdissants aux appels inaudibles à l'oreille humaine. Elle appelle son partenaire et attend sa réponse. Ils communiquent par la canopée. Une fois réunis, ils s'installent pour prendre du bon temps. Mais leur repos sera de courte durée. Le bébé veut de l'attention. Et le mâle, d'humeur joueuse, court après sa fille entêtée. La jeune famille déborde d'énergie, prête à prendre part à une gentille bagarre. Un moyen parfait non seulement d'interagir, mais aussi de renforcer leurs muscles et leur flexibilité. Les parents ont réussi à calmer leur bébé, c'est l'heure de la sieste. Les parents peuvent reprendre où ils s'étaient arrêtés. Le lien unissant ce duo particulier est manifestement très fort. C'est de cela que dépend la réussite des projets de conservation. De précédents couples se sont séparés une fois réinsérés dans la nature. Ce genre de succès est donc rare. Le papa poule fait la toilette de son enfant. Il tient sa main frêle avec son pied. Ces moments de tendresse montrent à quel point cette famille unique est soudée. S'ils continuent à passer autant de temps entre eux et à se nettoyer et à jouer, tout porte à croire que ce lien durera pendant des années à venir. Leur parcours est un remarquable succès. Bien que la vie dans la jungle ne soit pas sans danger, les gibbons ont de grandes chances de rester en sécurité dans la canopée. Ceux vivant au sol ont toutefois bien plus de mal à éviter les prédateurs, notamment avec de telles créatures en chasse. Le redoutable scorpion des forêts d'Asie. Doté de puissantes pinces aussi longues que son corps, cet animal forestier a de quoi donner des cauchemars. Atteignant jusqu'à 13 cm de longueur, il possède 2 armes particulièrement efficaces. La première est la plus connue. Le dard de sa queue est rempli d'un venin toxique pouvant causer une douleur et des gonflements terribles, même chez les grands mammifères. La deuxième est sa paire d'énormes pinces semblables à un étau. Elles constituent sa première ligne de défense et peuvent infliger de graves blessures. Ici, certaines des plus dangereuses créatures sont presque impossibles à repérer. Ce crotal est l'un des plus mortels. Camouflé dans le tapis de feuilles sèches, il ne trahit sa présence que par le léger mouvement de sa respiration. Ces marques se fondent dans le décor de la forêt. Malgré son immobilité, il reste en alerte.
Il utilise sa langue pour capter les particules odorantes dans l'air. Le crotale suit une piste. C'est l'odeur d'un éventuel repas. Malgré sa vision réduite, le crotale repère sa proie grâce à un organe sensible à la chaleur qui détecte les animaux à sang chaud. Les serpents possèdent plus de 10 000 muscles. Leur donnant cette incroyable capacité à rester parfaitement immobile. Il restera ainsi jusqu'à ce qu'il soit prêt à attaquer. Les serpents peuvent également grimper aux arbres. Mais grâce à l'évolution, les primates vivant dans ces forêts sont équipés non seulement pour les identifier, mais aussi pour les craindre universellement. Qu'il s'agisse d'un macaque au sol ou d'un gibbon dans les airs, la forme distinctive du serpent alerte immédiatement les primates du danger. Cet instinct de survie ancestrale pourrait expliquer pourquoi tant d'humains ont toujours une peur viscérale de ces étonnantes créatures. Tout en haut de la canopée des forêts orientales, les primates tentent d'éviter les serpents depuis aussi longtemps que ces arbres existent. La famille réinsérée partage les arbres avec les gibbons à bonnet sauvage. Dans la chaleur torride de la saison sèche, il n'y a rien de mieux qu'une longue branche et un coin d'ombre frais. Cette femelle sauvage d'âge mûr prend un repos bien mérité. Les gibbons sont considérés comme des grands singes moindres à cause de leur petite taille. Contrairement aux autres grands singes, les gibbons peuvent dormir en équilibre sur une seule branche étroite. Leurs bras gigantesques ont des jointures d'épaule très flexibles et sont aussi plus longs que leurs jambes, ce qui leur donne une allonge parfaite. Mais quelque chose brise sa tranquillité. Son compagnon est également en éveil. Leur fille se précipite vers eux. Comme tout jeune turbulent, elle cherche à s'amuser. À l'âge de 2 ans, elle est parfaitement sevrée et indépendante, et ses parents sont donc prêts à agrandir leur famille. Elle a beaucoup d'énergie à dépenser. Elle est tout à fait capable de s'occuper d'elle-même dans la canopée, mais il faudra encore quelques années avant qu'elle ne quitte le giron familial avec son propre compagnon. De plus en plus indépendante, elle a l'âge idéal pour que ses parents lui conçoivent un frère ou une sœur, car ils ont maintenant le temps de s'occuper d'un autre bébé. Elle est distraite par quelque chose sur la main de sa mère, et ça a très bon goût. En explorateur chevronné de la canopée, ces singes connaissent toutes les réserves secrètes de nourriture. La femelle adulte se faufile jusqu'à un creux dans l'arbre, d'où provient la sève savoureuse sur ses doigts. Ses longs doigts courbés sont un instrument idéal pour la récupérer et ensuite la lécher sur sa fourrure. La sève contient des sucres simples et beaucoup d'eau, ce qui en fait un mets de choix pour de nombreux primates. Après son festin, elle libère la place pour laisser sa fille attentive se régaler.
Celle-ci l'imite rapidement et reproduit les gestes de sa mère. Comme toujours, maman a raison. Le nectar sucré est irrésistible. Excitée par le sucre, elle se balance de branche en branche et explore le territoire de sa famille. Bien qu'elle soit hors de vue, ses parents ne s'inquiètent pas. Contrairement à ce couple récemment réinséré qui ne quitte pas leur petit des yeux. Les voilà enfin seuls. Le père prend l'initiative et fait signe à sa compagne de le suivre. Tandis que l'aîné est occupé, ils peuvent enfin s'affairer à agrandir la famille. Au cours de l'année à suivre, ils auront peut-être un autre bébé et pourront s'adonner à nouveau aux joies de la parentalité. Depuis les forêts à l'ouest, tout en haut des montagnes de Khao Yai, jusqu'aux jungles des plaines bordant le fleuve Mékong, tous les animaux affrontent les mêmes défis quotidiens. Prendre soin de sa famille, construire un habitat solide et préparer l'avenir. L'imposant mâle alpha défendra son titre aussi longtemps qu'il le pourra. Les tisserands inexpérimentés travailleront d'arrache-pied pour maîtriser leur art. Et la jeune famille de gibbons continuera à s'adapter peu à peu à ce nouveau monde, au cœur du bassin fluvial de la Thaïlande. C'est ici que les affluents rejoignent enfin le puissant fleuve Mékong. Et son incroyable voyage continue de l'autre côté de la frontière, vers le Cambodge.